Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de livres et plus précisément du tome 10 de la saga La Maison de la Nuit qui s'appelle Caché. Au passage j'en profite pour vous dire que le second spin-off, comme celui-là mais pas pareil, s'appelle La Promesse de Dragon et il est sorti le 15 janvier 2015. Je ne l'ai pas encore acheté mais il faut que je le fasse. Et celui sur Néphérette s'appellera La Malédiction de Néphérette et il sortira en mars 2015. Donc je vous préviens tout de suite, cette vidéo contient des spoilers, donc je vous conseille de ne pas la regarder si vous n'avez pas encore lu le tome 10 de la saga. Si vous décidez de la regarder quand même, ne venez pas me gueuler dessus, ce sera de votre faute. Franchement, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas spoiler, mais c'était vraiment impossible. J'aurais pas pu rentrer dans les détails et vous dire précisément ce que je pense du livre. J'aurais été obligée de rester vague et ça me paraissait pas possible et légèrement inutile. Et si vous connaissez pas du tout la saga, je vous invite à aller voir ma vidéo découverte de la saga La Maison de la Nuit, qui va vous permettre de découvrir l'histoire et l'univers, et qui est garantie sans spoilers. Donc c'est parti. Déjà on va parler de la couverture, je la trouve vraiment très jolie. J'avais pas trop apprécié celle du tome 9, mais celle-là est vraiment belle. J'aime beaucoup le petit clair de lune là avec les arbres derrière. Évidemment on a toujours l'espèce de dentelle brillante, comme vous pouvez le voir, et aussi le titre en relief. Au début du livre, on a un joli message des auteurs qui dit « Ce livre est dédié à ceux qui ont commis des erreurs et qui sont assez courageux pour les corriger et assez sages pour en tirer des leçons. » Je trouve ça très beau. Alors je me souviens plus exactement pourquoi, mais j'avais trouvé le tome 9 moins bien que les précédents. Peut-être parce qu'il manquait d'action, franchement je me souviens plus, mais en tout cas celui-ci m'a beaucoup plus plu. Après, je comprends carrément les gens qui disent que l'histoire commence à s'essouffler. Je le ressens aussi un peu, même si j'aime toujours autant cette histoire. 12 tomes, c'est quand même assez long, et au bout d'un moment, on a un peu envie de savoir comment ça se finit. Donc ce tome 10 reprend exactement où le 9 s'arrête. Au début du bouquin, on a un lien avec le spin-off de Lenobia. Celui-ci, donc, le serment de Lenobia, avec l'histoire de l'écurie qui prend feu et tout ça. Et c'est très très beau ce qui se passe pour elle avec son âme sœur dont je me rappelle plus le nom. J'ai beaucoup aimé ce passage de l'histoire. On a aussi Orox qui se sent super mal après ce qu'il a fait à la fin du tome 9. J'ai jamais douté du fait qu'au fond de lui ce soit quelqu'un de bon, mais c'est un personnage qui me saoule un peu. C'est aussi peut-être pour ça que j'avais pas trop aimé le tome 9 parce que c'était quand même beaucoup centré sur lui. Il est très gentil, mais le fait qu'il soit une espèce de réincarnation de Is m'énerve un peu. Ça m'a pas surprise du tout, je m'y attendais, ça me paraissait évident que c'était pas une erreur et que Zoé avait pas eu une hallucination. Mais est-ce que vouloir ramener Is à tout prix est vraiment une bonne idée? J'en suis pas sûre. Soyons clairs, c'est un personnage que j'appréciais, mais j'en avais fait le deuil. Une fois qu'il est mort, ça suffit. J'aime bien quand mes personnages morts restent morts, voyez-vous. Après, reste à voir si Orox existe vraiment en tant que personne et s'il a une personnalité qui est propre à lui ou si c'est juste Is qui est revenu avec un autre visage et qui aurait perdu un petit peu la mémoire. C'est quelque chose qui reste assez flou pour moi à la fin de ce tome 10 et j'espère vraiment que ce sera la première solution et pas la deuxième. Concernant grand-mère, je la trouve vraiment trop mignonne. La façon dont elle réconforte Orox au début du livre, c'est vraiment très choupinou. J'adore ce personnage, elle est vraiment pleine de gentillesse et de bonté. C'est une femme très sage et très intelligente et j'adorerais vraiment connaître quelqu'un comme ça dans la vraie vie. Je pense vraiment que la saga aurait pas été aussi cool s'il n'y avait pas eu ce personnage. Du coup, avec ce que lui a fait subir Néphérette, j'avais vraiment peur qu'elle y passe, parce que bon, elle est assez âgée quand même, et elle en prend plein la tronche à chaque fois. En tout cas, je suis vraiment contente qu'elle s'en soit sortie, parce que j'aurais été dégoûtée s'ils avaient fait mourir ce personnage. Au sujet des jumelles, leur chamaillerie m'avait vraiment gonflé dans le tome 9. Elles passaient leur temps à s'engueuler, et c'était vraiment chiant. Au final, je trouve ça bien qu'elles se soient séparées et qu'elles se parlent plus, parce qu'avant, même si elles étaient deux, on avait toujours l'impression que c'était une seule personne parce qu'elles pensaient toujours pareil. Et là, on a enfin deux personnes différentes et bien distinctes, et donc ça fait que leurs personnages prennent plus d'ampleur et évoluent. Après, j'admets que la tournure que prend Erin est plutôt surprenante, même si je sentais qu'elle commençait à devenir un peu méchante, c'est quand même bizarre de changer aussi radicalement en si peu de temps. Ou alors elle a toujours été comme ça au fond d'elle et à partir du moment où elle a commencé à penser par elle-même, sa vraie personnalité s'est révélée. En parlant de chamaillerie des villes, l'espèce de fight entre Aphrodite et Shailene est assez énervant. Enfin, c'est surtout l'attitude d'Aphrodite qui est assez agaçante. Même si c'était une connasse au début, c'est un personnage que j'ai appris à aimer avec le temps et je comprends vraiment pas pourquoi elle s'en prend à Shailene, surtout qu'elle est super gentille et qu'elle a rien fait de mal.
Au sujet de Kalona, j'avoue qu'au début du livre, j'avais énormément de doutes sur le fait qu'il soit devenu gentil, parce que avec tous les trucs d'enfoiré qu'il a fait précédemment, je voulais pas me laisser avoir aussi facilement. Je suis restée méfiante, j'avais peur que ce soit un piège et qu'en fait il soit toujours du côté de Néphérette. Et bon, finalement, apparemment, il est vraiment du côté des gentils, et j'ai trouvé ça vraiment sympa qu'il essaye de se racheter et qu'il les aide. D'ailleurs, en parlant de Néphérette, mais quelle connasse celle-là! On savait déjà qu'elle était démoniaque, mais elle a prouvé qu'elle pouvait l'être encore plus en tuant le chat. Je pense qu'il faut vraiment être une personne horrible pour s'en prendre à un animal innocent, et particulièrement au chat. Pour moi, les chats c'est sacré, on n'y touche pas. Juste non. Après, évidemment, il y a environ 1 milliard de chances qu'elle soit pas vraiment morte à la fin du livre. Ça serait beaucoup trop simple, surtout 2 tomes avant la fin. J'avoue que je m'attendais pas du tout à cette fin pour le coup, mais je suis quasiment certaine qu'elle va trouver un moyen de revenir étant donné qu'elle est censée être immortelle. Après, je comprends les gens qui disent que l'intrigue tourne un peu en rond, dans le sens où c'est un petit peu toujours la même chose, à savoir, Néphérette fait quelque chose de mal, et Zoé et son groupe d'amis essayent de l'arrêter. Mais ça me dérange pas plus que ça, à chaque fois je suis surprise que Néphérette trouve le moyen d'être encore plus méchante, garce et prête à tout pour arriver à ses fins. En plus, maintenant tout le monde sait enfin que Néphérette est une connasse, et ça fait vraiment du bien. Enfin bref, j'ai adoré cette lecture. J'ai trouvé ce tome carrément mieux que le 9, et maintenant que je vous ai fait cette vidéo, je vais enfin pouvoir commencer à lire le 11 qui m'attend dans ma bibliothèque depuis quelques mois déjà. En tout cas, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!